Top. Donc, on va démarrer sans attendre. Donc, je suis ici avec François-Noël Tissot, qui Bonjour. va se présenter dans quelques instants. Euh, Aujourd'hui, donc le sujet, c'est crise, résilience et identité. Pourquoi ce sujet? Alors, on l'a nommé comme ça à la suite d'une discussion qu'on a eue ensemble avec François Noël. L'idée pour nous au départ, c'était de s'adresser au sujet enfin, la crise, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça va encore changer à nos pratiques, à nos façons de travailler, etc. Et François Noël a une grande expérience dans tout ce qui est ressources humaines, mais aussi économie sociale et solidaire pour les questions d'identité pour les organisations, d'identité, de résilience. Donc, en période de crise, la résilience, c'est très important. Et donc, quand on a discuté pendant, je ne sais plus, je crois que ça a duré au moins 1 heure, la première discussion qu'on a eue avec, tous les deux, on s'est l'image n'est pas calée avec le son. J'espère que ça va se corriger. Enfin, tant que vous avez le son, j'ai envie de dire, bon, c'est bon. On a, voilà, à l'issue de cette discussion, on est arrivé avec ce sujet, puisque c'est ce qui relie la façon dont fonctionne une entreprise, les notions qui sont importantes pour l'individu, puisque résilience et identité, c'est très important pour chacun d'entre nous. Et si on peut les mettre en lien avec l'organisation dans laquelle on travaille, veut travailler, dans laquelle on s'apprête à travailler, surtout maintenant, ça peut vraiment être porteur et bénéfique pour nous. Donc, François-Noël, je te laisse te présenter. Bonjour Patrick. Je te laisse te présenter et ensuite je vais faire de même et on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Très bien. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Lilia, j'ai préparé quelques éléments assez brefs, et puis tu me relanceras sur des questions particulières si c'est utile. Donc, pour moi, mon parcours professionnel se déroule principalement en Europe industrielle, c'est-à-dire entre Manchester et Naples, pour une moitié à partir de Londres et depuis à partir de Paris, essentiellement pour des très grandes entreprises qui sont dans 3 domaines. Là, c'est, on va dire, les GAFA, les télécoms, la finance. Deuxième champ, c'est automobile, énergie, transport. Et puis troisième, biotechnologie, métrologie, aéronautique. Et puis des entreprises de l'économie sociale ou sociale et solidaire, donc inclusion, emploi, protection sociale, et dont récemment 10 ans à l'intégration du handicap par le travail. Alors, transverse à tout ça, ma boîte à outils, et c'est seulement ma boîte à outils, c'est la résilience et l'identité. Et les compétences que j'ai investies relèvent de la gouvernance institutionnelle, organisationnelle et personnelle. Mais c'est dans le sens dans lequel je les ai adoptées. Donc, je suis parti de l'institutionnel pour arriver aux équipes. Et puis, donc, je suis père de 5 enfants. Mon profil a sa place parmi ceux d'Ipipine. Et actuellement, je suis en mobilité professionnelle. Voilà pour faire simple. Tu m'entends, Lilia? Oui, c'est moi qui avait coupé le micro au cas où parce qu'il y avait une espèce de marteau-piqueur à côté, pardon. Ah, Merci. Ta caméra saute de temps en temps, François-Noël, mais oui, bon, je ça vois. arrive. Voilà, ça arrive de temps en temps, c'est normal, on va dire. D'ores et déjà, j'invite les participants, comme d'habitude, à poser vos questions ou faire vos témoignages ou contributions dès maintenant dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ici en live ou dans le replay, donc moi, je m'appelle Lilia Rechetniak. J'ai cofondé il y a plus de 3 ans une société qui s'appelle Ipipine, qui est l'organisateur de ce webinaire. Ipipine a été donc créé pour faciliter, favoriser l'inclusion de la neurodiversité dans le monde du travail. Donc ça, c'est
un objectif clairement affiché. Là, par neurodiversité, on entend donc hypersensibilité, trouble du spectre autistique, haut potentiel, hyperactivité, trouble du déficit de l'attention, trouble 10. Voilà. Donc, inclusion dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, indépendamment de leur profil, connaissent des problématiques similaires, et puis l'employeur, par rapport à, à l'intégration et au management de ces personnes, ont des problématiques proches, celles de voilà, on comprend pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, ou je ne comprends pas pourquoi je fonctionne comme ça. Donc exclusion, incompréhension, discrimination, et du coup inutilisation ou mauvaise utilisation des talents uniques de chacun. Et c'est ça qu'on a envie c'est à ça qu'on a envie de remédier en fait avec Ipipine. Et notre objectif, c'est de changer les mentalités, changer comment on voit la différence en général, et aider du coup les personnes avec pas juste au cas par cas, mais vraiment en sensibilisant et en aidant profondément les organisations à évoluer sur ces sujets-là. Donc, moi je suis arrivée vers ces sujets parce que j'ai été donc diagnostiquée HPI, au potentiel intellectuel, et autiste, donc autiste de haut niveau. Haut niveau dans l'autisme, encore une fois pour ceux qui connaissent pas, ça veut juste dire qu'on fonctionne bien en fait. On n'est pas forcément. C'est une personne autiste qui parle, qui peut travailler, etc. Donc voilà, bon, ça ne veut pas dire un autiste surdoué. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est pour moi, ce sont des sujets qui m'intéressent. Donc c'est le sujet, c'est le seul sujet pour lequel ça avait du sens pour moi de m'investir professionnellement, l'inclusion dans le travail. Et mon associé cofondateur, Hervé Fierro, qui n'est pas là maintenant, lui, il rêvait en fait d'aider à ce que la matière grise dans le monde plus généralement soit mieux utilisée. Donc voilà, on a combiné nos efforts. Les sujets autour de la crise aujourd'hui, pour revenir, pour recentrer un peu plus sur le sujet de ce soir, moi, ce qui me passionne en fait dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe intérieurement dans chacun d'entre nous. On est passé par plein de phases depuis 2 mois, depuis le début du confinement, par une phase de ras-le-bol, par une phase de soulagement, enfin voilà. Et puis peut-être que pour certaines personnes, c'était à différents moments, puisqu'on n'est pas tous pareils. Et ça impacte forcément notre façon de travailler, bien évidemment. Ça impacte nos entreprises. Et on voulait, enfin moi j'ai au vu des sujets sur lesquels François Noël se spécialise, je voulais avoir son regard en fait sur comment quel parallèle on peut faire entre la notion de l'identité d'une organisation, comment est-ce qu'elle est liée à la notion d'identité chez une personne, et du coup, vu que dans cette crise, il y a enfin, notre notion d'identité, notre notion de notre monde intérieur, en fait, c'est en train d'évoluer. Donc, comment est-ce que c'est lié aux mêmes notions pour une organisation? Voilà, bon, disons que ça va être ma première question. J'en ai plein d'autres forcément, mais on avait aussi parlé de la neurodiversité, François Noël, qui sont des sujets qui t'intéressent. Donc c'est bien évidemment notre sujet de ce soir est plus large que la neurodiversité, mais il y a peut-être des liens à faire. Donc voilà, comment est-ce que quand on parle de résilience, d'identité, moi à la base j'avais plutôt tendance à amener ça à des considérations personnelles, mais toi, tu m'as aidé à élargir ça à la notion de l'entreprise. Donc, j'aimerais bien t'entendre un peu sur cet aspect-là pour démarrer, si tu veux bien. Oui. Alors, résilience, identité, crise. Alors peut-être que je conclurai après. Enfin, ce sera la neurodiversité. Le lien que je vois. Il faudrait mieux d'abord que j'expose résilience, identité et crise. Alors d'abord, donc, je suis pas un académique. Je suis parti de ce dont je rends compte, c'est de mes observations, tout simplement, lorsque j'ai été confronté à des situations inédites dans des entreprises.
Chaque personne n'est jamais venue me voir en me disant j'ai besoin d'améliorer ma résilience ou j'ai mal à mon identité. Mais toujours des problématiques inédites. Et à un moment, je me suis retourné sur ma carrière en me disant mais pourquoi je rencontre tout ça? Et je me suis dit que j'ai observé que le point commun, c'était lorsque les comportements habituels ne produisent plus les effets attendus, eh bien, cela veut dire que la représentation du monde n'est plus suffisamment efficace et donc qu'un effondrement identitaire menace. Et bien entendu, ce sont des situations qu'il vaut mieux prévenir. Mais lorsque lorsque les comportements habituels ne produisent plus les effets attendus, eh bien souvent, les hommes de l'art n'y arrivent pas. Et donc c'est dans ces cas-là que je me suis trouvé exposé. Alors là, pour moi, résilience et identité, ce sont deux processus qui sont complémentaires et qui permettent l'un de rebondir et l'autre d'échapper à l'indéterminé. Ce qui implique à la fois une continuité du sens de soi et un renouvellement de l'expression de soi. Alors pour avoir une image qui soit moins conceptuelle, c'est-à-dire c'est comme la bicyclette. La bicyclette, vous avez équilibre et dynamique. Ce sont deux phénomènes distincts, mais ils sont indissociables dans la pratique. Donc, pour la suite de notre échange, on peut garder cette notion de la bicyclette. Il y a deux phénomènes, un qui permet de rebondir, l'autre d'échapper à l'indéterminé. Donc, par rapport à la crise. Alors, la crise, pour moi, j'appelle pas ça une crise. Ce n'est pas, pour moi, ce qui fait sens, c'est de voir ça comme un changement d'air. Alors, pour moi, c'est une notion que j'ai découverte il y a plus d'un an, disons, il y a plus d'un an, et qui est caractérisée par 5 éléments. Le premier, c'est un seuil. Seuil, c'est un moment de passage. On peut dire que peut-être que nous y sommes. L'abolition d'une exclusion préalable qui était destinée à protéger et dont la pertinence s'estompe. Troisième élément, c'est l'émergence, et c'est ce qui est intéressant, d'une plus large inclusion. Le quatrième élément, c'est un renouvellement du sens des rites. Et le cinquième, c'est une plus forte dispersion. Donc, je vais illustrer, parce que ça reste un peu abstrait, je vais illustrer avec l'histoire des religions, qui me paraît assez éloquente, et d'autant que les religions, souvent elles marquent des ères. Par exemple, nous sommes 2020 ans après, au début de notre ère, qui était marquée par un élément important qui a marqué l'Empire romain. Alors, par exemple, pour les seuils, qui marquent une nouvelle ère, on a l'éveil de Shakyamuni, qui est le Bouddha historique, ou bien l'Hégire, la migration du prophète. Ce sont des apax, c'est-à-dire qu'il n'y en aura jamais deux. Donc, chacun dans son histoire. En revanche, si on les compare, eh bien, on voit que il y a eu un avant, un après, etc., qui marquent encore ces époques, et aussi que, comme ce sont des apax, on peut les interpréter, on peut les réinterpréter. Par rapport à l'abolition d'une exclusion et l'émergence d'une nouvelle inclusion, deux exemples, le salut pour la multitude, et non plus seulement pour le peuple élu, c'est le christianisme, et la fraternité entre les croyants, c'est l'islam. Donc, on voit, il y avait une exclusion qui était destinée à protéger, et celle-ci est dépassée. Par exemple, chez les Arabes, puisque l'islam est né chez les Arabes, nous étions chez les Bédouins, nous étions dans une logique de clan. Et si on ne faisait pas partie du clan, on n'avait pas droit de citer.
le prophète dit, c'est la fraternité entre tous les croyants, et c'est ainsi que aussi l'islam, et donc, s'est déployé bien au-delà du contexte culturel qui lui a donné naissance. Pour la réappropriation, exemple de la réappropriation des rites, la Pâque juive et chrétienne ont une filiation, mais on n'y célèbre pas du tout la même chose. Peut-être que je pourrais donner d'autres exemples hors de la religion, mais pour l'instant, c'est pour ça donne une illustration. Et puis, en matière de dispersion, eh bien, on voit que les religions ne se substituent pas les unes aux autres, mais elles participent à une plus large dispersion du monde, non, à une plus grande offre. Et pour moi, il me semble que l'identité du changement d'air paraît stable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ça me paraît un outil, une grille de lecture qui peut être utile pour appréhender la situation actuelle si il nous semble que on reconnaît des éléments pertinents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est stable? Alors, par exemple, je vais prendre une situation qui est un peu similaire. Eh bien, il y a 7 ou 8 000 ans, lorsque Noé fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il prend appui sur des schémas éprouvés qui ne sont altérés ni par le déluge, ni par le confinement dans l'arche. Il prend une colombe, il sait que la colombe va revenir, et donc il va pouvoir apprécier ce qui s'est passé pour la colombe. La première fois qu'il envoie une colombe, elle revient sans information. La seconde fois, bon, après il renvoie une hirondelle, ensuite l'histoire dit qu'il renvoie une colombe, et cette fois-ci, elle revient avec de la mousse sur les pattes et un rameau d'olivier, le texte précise, frais. Ce qui veut dire que la crue est en train de baisser. Il envoie un corbeau qui lui ne revient pas, et il le voit, il est en train de se nourrir de charognes. Voilà pour l'histoire. Donc, Noé se base sur des schémas qui sont éprouvés. De la même façon, il me semble que cette notion de changement d'air me paraît stable, et on peut peut-être y prendre appui. Alors, je vais peut-être illustrer comment ce triptyque changement d'air, résilience, identité résonne avec mon parcours. Alors qui commence avec le choc pétrolier en novembre 73. Il se trouve qu'en avril 74, je suis à Jeddah, donc en Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, dans les Émirats Arabes, Koweït, Beyrouth, et là j'ai une perspective quelque part. Je ressens que l'Europe doit se faire grâce à ce décalage. Et donc, très rapidement, au sortir de mon service militaire, je suis économiste à Tunbridge Wells, dans le Kent. Et là, je n'ai pas de lisibilité sur ce qui se passe du tout. Et l'Angleterre, quand on y réfléchit, elle n'est pas plus en Europe que la France ne l'est. Mais en même temps, en bougeant, j'ai l'impression de faire plus d'Europe et de rejoindre une équipe aussi qui est animée par une aspiration similaire. Donc, je franchis un seuil, le seuil du territoire national au territoire européen, à la fois pour être compté, pour permettre que des liens se créent vers un monde inédit dont je ne sais rien. Et donc, ça nous donne déjà une indication sur ce qui se présente, ce qui peut se présenter à nous en tant que personne, équipe, entreprise. Alors, 35 ans plus tard, c'est septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers. Il se trouve que, en décembre. François Noël? Pardon? Oui. Oui, Lélia, je t'écoute. Je me permets, en fait, parce que j'ai
2 commentaires dans le Oui. chat qui disent: «C'est passionnant, mais ça va trop vite». Ah, Du pardon. coup, alors peut-être que tu en rebouclant avec ton parcours, peut-être qu'en rebouclant avec ton parcours, on va refaire des liens, mais voilà. Enfin, je voulais juste partager ça parce que voilà, il y a Patrick qui fait des commentaires pour compléter ce que tu dis, mais il y a Élise et Patricia qui disent c'est passionnant, mais ça va trop vite. Voilà. Je sais pas Alors, si tu peux bon, du coup adapter ton. Alors c'est pas la vitesse des mots hein, qui va trop vite, c'est la vitesse des explications. Et bien. voilà, Alors, je voulais te partager ça. Désolée de très t'avoir bien. coupé du coup. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, alors, bon, déjà, alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au changement d'air? Alors moi je n'ai pas de questions pour laisser aux gens le temps de les écrire si Oui. jamais les participants ont des questions. C'est vrai que en fait euh, Parce que c'est le changement d'air, ça me paraît un élément essentiel parce que une crise, on attend que les choses reviennent à l'état nouveau. Donc c'est un moment difficile à passer. Le changement d'air, c'est l'ouverture vers un inédit par rapport auquel donc la question de la résilience et de l'identité se pose. Est-ce que je t'ai perdu, Lilia?
Est-ce que je suis là de nouveau? Oui, oui, j'avais l'impression de t'avoir perdu. Tu t'étais perdu en effet? Ah oui, en fait, je pense que ça doit être, je suis vraiment désolée, c'est la pluie et du coup, je n'ai plus du tout de, j'ai plus du tout de Wi-Fi. Donc, j'ai dû broder en partageant la connexion de mon téléphone. J'espère que ça va tenir. Donc, mille excuses. Mille excuses. Ah, ça y est, on te voit. Donc, est-ce que tu as des questions sur le changement d'air? Non, 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 j'avais juste effectivement un petit peu comme Élise et Patricia, du mal à tout reboucler. Et moi, c'est en fait, je trouve que la notion du seuil est absolument passionnante. J'y avais beaucoup réfléchi, même depuis enfin après notre téléphone, notre coup de téléphone avec toi. Mais sur le changement d'air, j'avais pas de questions. Voilà, je voulais juste souligner cette histoire de seuil. Oui, Lilia est de retour, Patrick. Sur, Donc je ne sais plus ce que vous sur le avez dit seuil, du coup alors, dans les dernières minutes. y a-t-il des questions sur le seuil? Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit dans les minutes où je n'ai pas pu être là, mais je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Élise qui demande, et selon vous, qu'est-ce qui est le plus touché dans notre identité et dans l'identité des entreprises? Est-ce que tu as entendu, François-Noël? Ah, d'accord, je pensais qu'il y en avait une autre, pardon. Donc, qu'est-ce qui Je vais les lire au fur et à mesure. Il y en a d'accord. quelques-unes, effectivement. Qu'est-ce qui est le plus touché dans notre identité? Eh Et bien, dans l'identité des oui, dans entreprises. l'identité d'entreprise. Oui, pour moi, c'est un petit peu, c'est pareil, mais euh, eh bien, c'est l'incertitude, c'est-à-dire que nous n'avons pas de repères. Il n'y a plus de repères. Alors, il n'y a plus de repères, et donc, comment assurer la continuité de soi et le renouvellement de l'expression de soi lorsque il n'y a, on ne sait pas, on est peut-être dans un seuil, mais on ne sait pas comment le monde sera de l'autre côté quelque part du seuil. Et, et ça peut être angoissant. Mais angoissant, c'est un état. Alors peut-être ce dont je vais parler, c'est sur, pour éclairer cette question, c'est comment se construit l'identité dans une période comme celle-là. Je vois dans les organisations, c'est que la modalité que l'on emploie pour passer d'un état à l'autre indique le résultat. Ça paraît évident quand on le dit. Bon, à une époque, j'avais formulé que on ne produit que ce que l'on est. Eh bien, c'est pareil en matière quand on est dans une transformation comme ça. Et par exemple, moi, ce qui je trouve intéressant aujourd'hui, c'est on voit comment l'État, la plupart des États, euh, aborde la question par l'injonction contraignante qui relève d'une logique de verticalité en surplomb. Oui. Et bien, et donc je me dis, ben, est-ce que c'est le monde que nous voulons voir advenir? Est-ce qu'il serait utile de compléter ceci par une logique d'horizontalité, où on regarde les questions à niveau? Alors, on peut, si on voit les choses comme ça, on se dit, bah, effectivement, il y a beaucoup d'horizontalité qui se déploie aussi. Est-ce que ces deux logiques sont-elles complémentaires ou sont-elles perçues aujourd'hui comme s'opposant? Donc, voilà, par exemple, une question. Alors, je crois que les entreprises, elles sont dans une logique, elles sont à la fois dans une logique, une double logique, c'est-à-dire d'adaptation à l'environnement, et aussi d'être une autorité qui rassure et qui prend soin. Donc il y a besoin de verticalité, il y a besoin d'horizontalité. Pour la plupart d'entre nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une logique d'horizontalité dans nos rapports les uns avec les autres, et aussi de verticalité par rapport à qui nous voulons être.
comment nous construisons, comment nous construisons, comment il y a une continuité de l'expression de soi dans un monde dans lequel nous entrons. L'intérêt de cette situation particulière, c'est que nous entrons tous dans cette nouvelle ère. Donc, il n'y en a pas un qui a raison plus qu'un autre. Tout peut être tenté. Tout ne réussira pas, mais tout a sa chance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mon écran est devenu tout noir. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah, voilà. Donc, c'était juste mon écran. C'est le webinaire un peu maudit hein, quand même aujourd'hui. Hein. Entre ton écran qui devient noir, le mien qui se déconnecte. Alors, je vais. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur également donc de connaissance de soi pour la résilience. L'entreprise qui prend soin de ses collaborateurs est-elle une émanation de la démarche RSE? Alors, je lis un petit peu les questions, juste pour voir s'il y a eu des commentaires sur ce que tu as dit. Alors, Patrick qui demande, cette verticalité étatique ne nous est-elle pas murmurée par une influence extérieure? Isabelle qui dit, je pense que c'est une histoire de communication, d'écoute et de besoin et le respect de l'autre dans sa différence. Et puis, alors Claudine qui avait dit avant, en lisant le titre de votre webinaire, je pensais aux identités meurtrières d'Amin Mahalouf, celles qui empêchent de se renouveler en cas de crise, justement. Alors, moi, j'ai une question, François-Noël, parce que pour moi, tu as répondu, enfin, j'ai du mal à reboucler la boucle, encore une fois. Je comprends en partie, je pressens le lien, j'ai du mal à le faire complètement. Ce que tu dis, moi, le lien que je fais, j'aimerais bien que tu me dises si je m'égare ou pas, et que du coup, peut-être que ça ouvre la voie à d'autres explications. La façon dont on fonctionne, dont on a fonctionné avant le confinement, par exemple, ou avant tout changement d'air, avant ce changement d'air-là particulier, c'était, on nous impose on ne questionnait pas spécialement, enfin on questionnait bien sûr, mais peut-être pas suffisamment, pas au point de provoquer des vrais gros changements. On ne questionnait pas donc suffisamment l'autorité enfin le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement de l'État, etc. Alors quand je dis on ne questionnait pas suffisamment, bon, il y a plein de questionnements et de critiques et d'articles, voilà, de choses qui se font sur justement ces fonctionnements-là, mais c'était encore une fois pas suffisant pour des grosses remises en cause. Là, la entre guillemets crise nous amène à un changement, voilà, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas prévenir, qu'on ne maîtrise pas nous à l'échelle individuelle. Et du coup, pour arriver à fonctionner dans ce nouveau paradigme, quelque part, il faut qu'on remette en question nos habitudes, nos repères et donc notre identité. Et en plus, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment un nouveau paradigme qui est déjà en place. En fait, il y a quelque chose qu'on pressent, qu'on a envie de construire. Du coup, c'est comme des choses qui se tirent vers le haut mutuellement. Un nouveau sens d'identité, un nouveau fonctionnement. Et voilà, ça va comme ça. Est-ce que je me rapproche un petit peu du point que tu voulais faire, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas ce que ça m'évoque. Est-ce que je crois qu'on avance un petit peu dans je vais pas dire qu'on avance à tâtons. Je vais prendre l'exemple de PSA. PSA annoncé avec Fiat le 31 octobre 2019 une fusion pour être le spécialiste, le leader mondial, un leader mondial de la mobilité durable. Et bien 6 mois plus tard, donc le 6 mai, ils annoncent que donc ça fait faire 400 000 personnes, donc chez PSA c'est 200 000, 40% de cette population, 80 000 personnes travaillent maintenant chez eux. Alors c'est intéressant, ce leader de la mobilité durable, tout d'un coup, ça veut dire, eh ben, on se déplace moins. C'est intéressant. Est-ce que c'était conçu déjà à l'époque, il y a 6 mois? Je ne le crois pas. Et en même temps, on voit que c'est une prise de position, parce que ça veut dire
Ça veut dire, eh bien, si nous prenons cette décision, c'est une sorte, c'est pas, on ne sait pas, ils savent pas si les autres vont suivre, mais ça donne une indication à tout le monde. Ah ben, si PSA le fait, eh bien, effectivement, ça fait sens. Ça fait sens, mais ça impacte l'immobilier de bureau, ça impacte l'habitat domestique, ça impacte l'usage des voies, ça, ça impacte l'emploi du temps, ça peut être ça impacte aussi les relations de travail, les relations sociales, la qualité du travail, j'en passe. Donc, on ne sait pas. C'est comme quand je me suis dit l'Europe, mais l'Europe, elle n'existait pas. Donc c'est pareil. Donc c'est à chacun d'entre nous. Il n'y a pas les repères, mais il nous faut nous déterminer. Et cette détermination, ce n'est que un pas par lequel nous faisons changer le monde. Chacun de nos pas fait changer le monde, et nous changeons en même temps que nous faisons ce pas. Et nous voyons, et donc nous modifions en même temps notre perception du monde et la perception que les autres ont du monde. Donc, on est vraiment dans la détermination, et en même temps, donc, il y a un renouvellement, il y a une continuité du sens de soi, mais en même temps, un renouvellement d'expression de soi, et qui est une construction. Alors ça pose une interrogation sur le sens de la vie. Est-ce que la vie, c'est de la durée? Est-ce que c'est du confinement toujours à la même place, ou pas? Ok, c'est plus clair pour moi personnellement. Alors n'hésitez pas à faire des commentaires aussi, les personnes donc les participants. Ça me fait penser à quelque chose de super intéressant que tu avais dit également pendant notre discussion téléphonique. J'avais vraiment tilté dessus. C'était cette notion de mouvement et d'évolution. Alors je paraphrase parce que je me rappelle pas exactement des termes que tu avais utilisés, mais on avait parlé du fait de le désir de certaines personnes, et notamment d'ailleurs les neuroatypiques, de trouver leur place en entreprise. Alors c'est pas une opposition, mais pour moi une proposition différente, de plutôt que de chercher à prendre sa place et du coup à trouver sa place, on peut, l'image qui m'était apparue et qui m'apparaît maintenant encore, c'est prendre un train en marche et voir où est-ce que ce train-là peut nous amener. Ne pas nécessairement subir la destination prédéterminée par le train, mais voir au lieu d'avoir une place statique, plutôt prendre une place dynamique. Pour moi aujourd'hui, ça prend un sens d'autant plus grand quelque part. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Rossonel? Qu'est-ce que les autres vous en pensez de ça? Alors, déjà, c'est vrai que les personnes qui se regroupent en minorité, quelque part, sont dans une logique on va dire, de repli identitaire. Et en même temps, repli identitaire, et en même temps, nous avons besoin d'une place. Alors, on voit, par l'expérience donnée préalablement, c'est que la place, elle n'existe pas. La place, elle se construit. Et elle se construit pas nécessairement sur un projet, juste la place se construit en marchant, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'exemple que j'avais pris, je crois, c'est que une entreprise, eh bien, elle est exposée, comme chacun d'entre nous, ben, aux aléas de la vie, et souvent elle est cabossée, et c'est comme ça qu'elle apprend. On dit qu'on apprend de nos erreurs. Euh, et la logique d'une entreprise, c'est pas de rester au même endroit, c'est pas d'occuper une place, mais de se mettre sur orbite. Je rappelle l'analogie de la bicyclette. Donc il y a une dynamique, l'orbite, il y a équilibre et dynamique. Mais pourquoi souhaite-t-elle se mettre sur une orbite? C'est pas non plus pour y rester. C'est pour prendre de la vitesse, pour à un moment donner un coup d'accélérateur, pour pouvoir passer sur une orbite qui est encore un peu plus confortable, un peu plus féconde, peut-être moins encombrée. Certaines aspirent au monopole.
Et donc, si l'on veut trouver sa place dans une entreprise, il faut pouvoir trouver sa place dans cette dynamique. Ce n'est pas, voilà. Donc, quelle est l'offre? Quelle est l'offre? Quelle est la proposition de valeur pour rentrer dans cette dynamique? Alors, je pense que ça c'est ma conviction, c'est que les atypiques ont énormément de choses à proposer. Je suis pas là pour faire, c'est pas mon métier de faire l'apologie de telle ou telle caractéristique. Alors, Patrick demande place dynamique égale. Alors, c'est une question. Hein. Est-ce que place dynamique égale les neuroatypiques francs-tireurs de l'entreprise? Si je peux me permettre de mettre mes 20 centimes dans dans la discussion, je ne l'aurais pas forcément dit comme ça, puisque parmi les neurotypiques, il y en a beaucoup qui demandent également, qui recherchent à prendre une place. Pour moi, par exemple, même si dans la pratique, les places ont toujours été dynamiques dans le sens où je ne suis jamais restée très longtemps dans un même poste. Et Pipine, c'est ma plus longue expérience professionnelle. J'ai 36 ans, hein, donc ça fait 4 ans et demi pratiquement, parce que bon, avant de créer l'entreprise, on était déjà sur le projet depuis un petit bout de temps. Donc voilà, c'est pour vous dire, 4 ans et demi, c'est le plus long. Bon, c'est pas non plus énorme. Donc ça a toujours été dynamique. Ceci dit, à chaque fois que j'ai changé, je me suis dit, ouais, cette fois-ci, ce sera la bonne. Et moi, cette notion de dynamisme ou de place dynamique par opposition à une place statique, du coup, elle m'a vraiment poussée à me remettre en question et à formuler les choses différemment en me disant, bah ouais, mais c'est chouette ça. En fait, ça enlève énormément de pression qu'on peut se mettre sur les épaules en se disant cette fois-ci je vais trouver le bon poste, la bonne place, la bonne entreprise, le truc pour la vie. Alors c'est vrai que de nos jours déjà, enfin les générations Y, Z, etc. Changent cette pratique-là parce qu'il y a les slashers, il y a les personnes qui ne restent jamais longtemps dans un poste. Mais je pense que les neuroatypiques euh, mériterait également, enfin tous en fait, hein, neuroatypiques ou pas, c'est cette notion de dynamisme, de changement, d'évolution d'identité, puisque bon, c'est vrai que le contexte actuel le favorise à ce qu'il y ait un changement plus grand, plus vite, mais sinon on évolue en permanence. Mais Lydia, quand tu dis pour la vie, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire pour la Et ben durée de la vie justement, ou pour avoir de la vie, donc de la vivacité et justement du changement? Pourquoi est-ce que l'expérience que tu as eue, l'expérience de renouvellement, ce ne serait pas ça précisément la vie? et mais exactement, c'était la prise de conscience pour moi. Mais j'ai encore grandi dans une mentalité, même si dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais il y avait quand même cette mentalité de ah ouais, j'ai décroché, enfin, du côté de ma famille française, les personnes qui avaient décroché un CDI à la Poste ou à la SNCF, c'était la bouteille de champagne qui s'ouvrait, quoi. C'était ok, c'est bon, j'ai trouvé ma place pour la vie, Pour la dans le durée. sens durée. Et voilà, bon, l'autre partie de ma famille, enfin ma famille de sang, elle est ukrainienne, donc l'Union soviétique qui s'écroule, donc il y avait plus comment dire, il y avait plus de repères à un moment donné, donc c'était un peu plus dynamique justement, mais c'est voilà, donc du coup j'étais quelque part entre les deux, donc oui, je suis en ligne avec ce que tu dis, justement, ça a été la prise de conscience. Mmh. Ouais. Alors, moi, je crois que, on en avait parlé. Je crois que il y a beaucoup de choses à apporter justement dans le renouvellement de la vie. Tout à l'heure, donc quelqu'un disait parler de francs-tireurs. Alors moi, ce que je peux donner mon témoignage. Moi, initialement, j'avais fait des études notamment de lettres et le trio, je vivais sur un trio, un triptyque qui était pensé
discours, actions qui s'entretenaient l'un l'autre. Et puis un jour, à l'expérience de la pratique décisionnelle, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, il y avait un terme qui manquait à l'équation. Et ça, c'est la posture épistémologique. Et que cette posture épistémologique, elle dépend de deux éléments, d'éléments physiologiques et éléments didactiques, c'est-à-dire la, la, les sens que nous avons, la sensibilité que nous avons et la façon dont nous processons l'information. Et ça c'est singulier à chacun. Or, dans un monde qui se réinvente, on voit bien les limites de la logique verticale qui voit les choses en surplomb. Au contraire, là, on a énormément besoin d'une logique horizontale de façon à anticiper, à voir, à tester tous les espaces interstitiels qui constituent des menaces pour l'ensemble du système, puisque on est dans une logique de construction systémique. Donc, ceux qui sentent, qui voient, qui sentent différemment d'ailleurs, il n'y a pas de normes, ouais, puisque tout est remis à plat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des scories. Il y a bien sûr toujours des scories. Et heureusement, parce que ça sert. Si vous voulez, moi, dans les grandes transformations des entreprises, je suis toujours très attentif. Il y a toujours des gens qui résistent quelque part. Et moi, j'aime bien ces gens-là. Souvent, alors ceux qui pilotent disent, oh là là, ça va pas, il y a toujours qui raillent, il y en a qui sont jamais contents. Moi, ce sont des gens qui m'intéressent énormément parce que ce sont des gens qui protègent quelque chose dont ils se disent que on ne le voit pas suffisamment bien, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Et donc cette protection, elle est essentielle. Et donc, moi personnellement, j'apprends toujours beaucoup de choses et je suis toujours très attentif à ces manifestations qui sont que je considère a priori comme bienveillantes. Donc, pour moi, il n'y a pas de franc-tireur. A priori, je ne considère pas qu'il y ait des francs-tireurs. Alors, Patrick précisait par franc-tireur, il entendait avec un pied dans l'entreprise et un pied dehors. J'espère qu'on a les deux pieds dans les deux, hein. On a à la fois dedans et à la fois dehors. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit dedans, dehors, chez PSA, les pieds, ils seront dehors 6 jours sur 7, et puis 1 jour sur 7, ils seront dans les locaux de l'entreprise, et même dans la journée de travail. Dans la journée de travail, les pieds, ils sont très rarement 24 heures. Ouais, ils sont. On se nourrit, et là, on se nourrit de plus en plus et c'est salutaire, je crois, de ce qui se passe, disons, à l'extérieur de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit la création de valeur. La création de valeur, c'est pas dans ce que l'on fait, c'est dans l'usage que le client a de ce que l'on a fait. C'est pas soi qui crée la valeur. Donc, être attentif à à l'innovation du client, ça, c'est essentiel. Et c'est essentiel si l'on veut, si l'on veut rester sur une orbite dynamique ou changer d'orbite, il faut être très attentif à ça. Et donc, des personnes qui ont je ne sais pas si les pieds, mais au moins le regard, l'écoute, hors de l'entreprise, c'est indispensable. Oui. Alors oui, si ça c'est un franc-tireur, d'accord. D'accord. Alors du coup, Patrick qui demande: notre monde se réinvente-t-il ou fait-il du neuf avec du vieux? Et j'ai envie, surtout vu l'heure, de recouper un petit peu avec Le son est très mauvais là. enfin, d'aller vers, d'essayer de diriger notre. Ah, mince, est-ce que c'est mieux? Oui.
Alors, je disais que cette question que donc notre monde se réinvente-t-il ou fait-il du neuf avec du vieux? J'ai envie de la recouper avec une autre pour donner une direction à notre discussion, surtout vu l'heure. C'est est-ce que, à ton sens, François-Noël, il y a des choses aujourd'hui auxquelles il faut prêter une attention particulière autour de ces notions enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment voilà post-confinement, peut-être enfin en pleine crise entre guillemets, encore une fois les guillemets parce que bon c'est vrai que le mot crise on peut l'entendre de différentes façons et la situation on peut la voir de différentes façons. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, par point de vigilance, je veux dire par exemple le conseil ou des voilà. Qu'est-ce que toi qui as une grande expérience avec les organisations, qu'est-ce que tu peux nous dire comme point important et ou conseils et ou des points de vigilance à garder en tête pour notre façon de travailler euh, et vraiment voilà reboucler avec le quelque chose d'un petit peu concret pour qu'on enchaîne dès demain matin nos vies en entreprise. Oui, écoute, oui, j'aimerais rebondir sur le neuf avec le vieux. Alors, et par rapport à la dispersion, nous sommes Ouais. dans le Big Bang n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, c'est quelque chose qui continue. C'est-à-dire que le monde est en dispersion rapide, en augmentation rapide, et donc le fait qu'il y ait que lorsque dans ces moments-là, on constate de la dispersion, c'est là d'où l'on vient et c'est là où l'on va. Donc, il faut l'accueillir et se dire, si je participe, c'est le moment de participer au maximum d'y être. Parce que si c'est pas maintenant, voilà, il y a vraiment un moment où on peut le faire, c'est maintenant. Alors, je crois que c'est par rapport à par rapport à nos modes de travail, je crois que c'est pas seulement par rapport au travail, mais on peut se poser une question dans toutes nos interactions, c'est qui s'adresse à qui, vraiment. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes un homo economicus, hein, dont la finalité ce serait de durer, comme tu disais, pour la vie, le plus longtemps possible. Est-ce que nous sommes, ou est-ce qu'on se considère et on s'adresse à un citoyen dont la mission ce serait d'œuvrer pour le bien commun, ou est-ce que c'est un être de lumière qui est engagé dans l'accomplissement d'un soi qui reste à découvrir. Ça, ce sont trois options, mais parmi des milliards. J'ai voulu caractériser un petit peu. Donc, je crois que on peut se poser la question pour chaque chose qu'on est en train de faire, chaque action. Et je crois que c'est le sens, c'est la position qu'on investit qui donne du sens, qui crée de la valeur. Et c'est pas incompatible d'avoir, par Mhm. exemple, les trois positions que j'ai citées, et de les conjuguer. Donc, on voit bien que il suffit, oui, je dirais, il suffit d'être acteur. Il suffit d'être acteur. Et comme je dis, toutes les initiatives ne vont pas réussir, mais toutes ont leur chance. Je me rappelle, je t'avais dit qu'il y a une vingtaine, 30, 40 ans, j'avais rencontré un tailleur de pierre et qui m'avait dit, mais dans le Moyen Âge, c'était un moment d'ouverture, comme une sorte de renaissance. Et les gens se sont dit, il faut communiquer. Mais leur perception, c'était à partir de là où ils étaient dans leur village. Donc il y en a un qui a fait un calvaire ici, un qui a fait une petite chapelle, un qui a fait un banc, un qui a fait un pont, qui étaient des lieux qui étaient destinés à communiquer, à aller vers, à s'ouvrir. Dans la réalité, eh bien, il y a des ponts aujourd'hui, on se demande pourquoi ils sont là. Mais à l'époque, ça faisait sens. Voilà, il y a des routes Mhm. qui marchent, il y a des routes qui marchent pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer, parce qu'en participant, eh bien, on participe à la construction de ce monde.
du monde que nous voulons voir advenir. Et ce n'est pas en s'en soustrayant qu'on va le faire advenir. Tout à fait. Alors, il y a Élise qui demande quelle est la troisième position. Alors, il y avait Homo economicus, citoyen, et le troisième, J'ai dit être de lumière. être de lumière. Voilà. Est-ce que tu peux, du coup, alors être de lumière qui se, je sais, Élise, est-ce que être de lumière, ça vous évoque suffisamment, ça répond à votre question, ou est-ce que vous avez besoin de reprécision? Co-créer ensemble avec le collectif. C'est Isabelle qui précise. Co-créer, oui, c'est par rapport à la dernière chose que François-Noël a dite. Effectivement, ne pas se soustraire, mais co-créer. Oui, être de lumière, c'était suffisant comme précision. Super, merci beaucoup. Je suis bien d'accord avec le fait de effectivement co-créer et ne pas se soustraire. Et du coup, ça me ramène à la nécessité aujourd'hui, et probablement plus que jamais, justement, à ou à, je sais pas, grammaticalement, je suis perdue dans mon français. La nécessité de participer activement à ce que nous on a envie que le monde soit, en fait, et pas juste qu'on déplore ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, en espérant que quelque chose de mieux va arriver grâce aux efforts de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on peut déplorer, mais on crée un monde où l'on déplore. Bah, est-ce une ambition? Est-ce une ambition, ouais, comme on dit, soit le monde que tu veux voir advenir. C'est d'autant plus valable aujourd'hui, d'autant plus que la place, je dis, la place est libre, c'est-à-dire que Oui. nous sommes, c'est l'espace pour réinventer tout notre monde. On est tous en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes quand une entreprise doit se réinventer, elle doit se réinventer par d'autres qui sont déjà dans des dynamiques. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que tout le monde est à parité, loin de là, mais il y a certainement un espace d'entreprise et de construction de soi, de renouvellement de l'expression de soi et donc de choix, de choix. Alors, Et de choix qui peuvent être complémentaires, comme j'ai dit, on peut être à la fois se considérer comme être de lumière et en même temps comme citoyen et en même temps comme homo economicus ou une affinité de représentation. tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai lu récemment une citation sur le paradoxe de je ne sais plus qui. J'ai regardé l'autre jour de nouveau et puis j'ai oublié. C'était Carl Jung qui disait que le paradoxe est la chose je sais plus exactement comment c'était, mais en gros l'idée c'était de dire que le paradoxe c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité de la vie.